s'unissent à d'autres doigts pour ramasser les nuages du ciel et les presser sur une terre brisée d'oubli, enceinte d'un grain millénaire, parcheminée de routes lointaines, pour que pousse le blé rouge que nos ancêtres avaient promis. La terre ouverte trahissait, çà et là, au ventre de ces brunes crevasses, quelques soupçons de verdure que les oiseaux venaient couver. Un goût de résine envahit les mémoires et les lèvres frissonnent au désir d'embrasser. Au pied de cette auresse, un arbre millénaire veille sur une terre grasse, à peine remuée. Elle repose sur une brume de parfums de femme qui, doucement, se décompose au pied de l'olivier ou du palmier, selon la région. Femmes qui, jeunes filles, avaient accroché à ces branches leur première avagos, ceinture de leur jeunesse. L'arbre scintillait de résine renouvelée et guidait leurs pieds nus et blancs sur un chemin tracé par leur légende. Au grenier de notre Numide, nos princes le bâtissèrent. Les conquérants y brisèrent leurs armes avant de périr. On y voit le semeur de l'Aurès écraser dans sa main le grain et goutte à goutte le laisser pleuvoir pour qu'au printemps fleurissent les champs de la liberté à Mazir. On y voit la mer modeler la terre glaise pour qu'à l'aurore la bergère réconcilie la vie et le jour en brisant le pain d'orge encore chaud. On y voit l'enfant souffler dans sa flûte une prière inconnue qu'il adresserait à Dieu pour voir le cèdre se multiplier et écouter la fougère chuchoter la pluie. Ici dans les Aurès, les siècles lentement courbèrent l'échine et le silex fit jaillir le feu de l'histoire pour nourrir l'incessant combat et illuminer la route des enfants dans le regard desquels l'amour refusait de creuser sa propre sépulture. Rome, la première, avait salué la blondeur automnale de l'Aurès. Rome subjugua la Numidie et autres lieux d'épopée, mais elle légua ici, dans les Aurès, comme partout en Algérie, et comme un ultime pardon, Tamougadi, Lambésis, Zana l'Antique. Ce qui reste de ces cités antiques est en tout point saisissant. Pourtant, comme à Timgad, la Pompéi numide, un site qui, sous d'autres cieux, drainerait les touristes par quarts entiers, le visiteur s'y sentirait presque seul. Il arpenterait aussi longtemps qu'il lui plairait le Cardo et le Decumanus, sans jamais être dérangé. Il jouirait du spectacle tout seul. Il aurait l'impression d'être un visiteur privilégié. Il pourrait, sans craindre le fracas des bus et des autos, étonné d'une paix si peu habituelle, rêver qu'il est le contemporain de Marc Aurèle ou familier du grand Saint-Augustin. Sauf que l'arc écrasant de superbe que l'on peut contempler de nos jours est celui de Trajan, qui ne connaît pour vis-à-vis que les majestueux sommets des Aurès. Plan géométrique et de son quadrillage sévère, à l'image du camp romain, Timgad, par l'abondance de la variété de ses édifices publics, dut être singulièrement variée et plaisante. Il y paraît encore, à la silhouette de ces ruines, évocatrices entre toutes. Ne craignez pas de les parcourir en plein midi, dans la splendide mélancolie que donne à ces choses le grand soleil. Après être allé jusqu'au fort byzantin dont la construction sommaire et la rudesse font mieux valoir les élégances de l'époque heureuse, après avoir visité ce baptistère chrétien dont la cuve à escalier en mosaïque brille encore comme un linoléum neuf, voyez ce hérissement de pierre et de marbre, et surtout l'étonnante symphonie de couleurs qui fait chanter la vive lumière. À gauche, l'arc de Trajan.
d'une chrome très claire, trouée d'ombres profondes. À droite, les deux colonnes du Capitole, qui s'évadent, blanches et blondes, de leur soubassement vert de grisé, et qui, vibrantes sur cet azur délicat, semblent chanceler éternellement. Devant vous, sur la futaie serrée de tant de colonnes relevées, mais brisées et inégales, tous les ocres, tous les ors, tous les tons, vifs ou onctueux, veines de sang du marbre aux translucidités de vieil ivoire, vermillons éteints de pierres jadis peintes, polychromie à la fois éclatante et douce qui s'enlève vers les verts légers. Polychromie à la fois éclatante et douce qui s'enlève sur le vert léger et les fonds nacrés de l'horizon. Il y a là un instant de rare émotion, par quoi se justifie la reconstitution de Timgad, la magnifique. Le musée. Situé au cœur du bourg de Taizoult, dans une ancienne bâtisse, le musée, riche d'une exceptionnelle collection, nous invite à découvrir le site de l'antique Lambésis. Le petit musée de Lambèse ne doit certainement pas être méprisé. Il contient quelques objets importants qui sont comme protégés par les exceptionnelles collections lapidaires rassemblées à l'extérieur sur l'espace découvert qui l'entoure. Ces épigraphes, et en particulier certaines listes de légionnaires ou de cantonnements militaires, sont essentielles pour la connaissance que nous avons de l'armée romaine d'Afrique au IIIe siècle. Évoquer le nom de Lambèse, c'est aussitôt évoquer la 3e légion Augusta. Le site va naître et grandir à cause de son implantation ici. Il dépérira lors de son départ. À l'époque augustéenne, la 3e est déplacée d'Amedara, Heidra, à Tevest, Tébessa, puis à Lambésis, où un premier camp de 200 mètres de côté est édifié en 81 dans un endroit propice, un plateau adossé à la colline, dominant la plaine. Plus tard, le besoin d'un casernement mieux adapté se fit sentir et l'on édifie directement, dans la plaine cette fois-ci, un 2e camp, vaste rectangle de plus de 2 hectares, entouré de murailles. Un 3e, situé plus à l'ouest, complète l'ensemble, sans doute à la même période. Des fragments inscrits, une colonne commémorative, suggèrent que l'empereur Adrien est venu inspecter les lieux vers 129. Comme c'est souvent le cas, une agglomération va se développer autour des bâtiments militaires. Le camp est peuplé de soldats, mais aussi d'autres catégories de personnes, l'officium, mis à disposition du légat pour des tâches administratives ou techniques, comme le génie urbain, l'arpentage, les ponts et chaussées. Il est vraisemblable que les ingénieurs militaires ont aidé à la construction des édifices de Lambèse civils financés par les fonds de la Légion,
comme le grand temple d'Esculape ou l'amphithéâtre. Le deuxième temps fort pour l'expansion de la ville intervient dans la première moitié du IIIe siècle, lorsqu'elle devint capitale de la province de Numidie et que son statut juridique change. De simple munice, elle est élevée au rang de colonie. Ces belles perspectives sont cependant très vite déçues. La Légion est dissoute en 238 à la suite des troubles liés à la nomination de l'empereur Gordien, ce qui prive la cité de son soutien économique majeur. Quelques décennies plus tard, Lambèse perd son titre de capitale en raison de la restructuration politique de 315, au moment où Constantin regroupe les deux Numidies et transfère son chef-lieu à Cirta. La ville ne s'en relèvera pas et ne fera sans doute que végéter puisque les textes n'y font plus allusion pendant les périodes vandales et byzantines. Les esprits semblent avoir été suffisamment marqués par cette longue présence militaire pour en garder mémoire, puisque les contreforts de l'Aurès, qui bordent le site de Lambèse, s'appellent aujourd'hui encore Djbel Askar, la montagne des soldats. Les Aurès, pays chaoui, peuplés par de nombreuses tribus berbères, les Aurès ont une histoire controversée. Certains la voient faite d'insoumission et de révolte, Takfarinas, Kahina, insurrection contre l'administration coloniale française. D'autres relèvent un mode de vie particulier extrêmement marqué par l'isolement et la sévérité du massif. De la langue aux structures communautaires et religieuses, la spécificité des Aurès est forte. Réputé d'un caractère de guerrier, indépendant, retranché dans son nid d'aigle, le Chaouia est aussi l'arboriculteur patient et calme, conservateur de la beauté des vallées de l'Aurès. La place de la poésie dans la culture chaouia reste considérable, dans son immuable description des choses, des hommes et des cultures, des poésies d'amour, de combat, accompagnées de musique pour louer la beauté des Aurès. Les peintres orientalistes y puiseront de nombreuses sources d'inspiration. La vie économique des Aurès tourne autour des activités agricoles, d'artisanat et de commerce. L'histoire des Aurès est également fortement associée à la guerre d'indépendance. En 1954, la Toussaint Rouge, considérée comme le point de départ de la révolution algérienne, a mobilisé tout le massif. C'est à cet endroit précis, à l'entrée des gorges Tiranimine, qu'a eu lieu la première opération du 1er novembre 1954. Ce jour-là, les Moudjahidines avaient dressé un barrage près du tunnel vers 9 h du matin. Ils ont intercepté l'autocar de Mchounesh. Cette opération s'est soldée par la mort du caïd de Mchounesh et d'un jeune instituteur français de Tifelfel. Sans oublier le centre de torture de triste mémoire de Bouzina. Petit monde fermé à l'intérieur du bastion de l'Aurès, irrigué par de belles sources. Ce village est classé patrimoine national depuis 1928, ainsi que les Deshra Tagoust al-Bayda et Tagoust al-Hamra. Le massif se présente donc sous la forme d'une grande masse compacte impénétrable, ce qui est depuis longtemps. Pourtant, la visite mérite longuement le détour, car l'histoire et les drames de cette région sont encore là, accrochés au flanc des ravins, dans ces villages défensifs d'un autre temps, ces coins de verdure et ces vergers irrigués par des grands oueds. Mna, le plus beau d'entre eux, et qui est la patrie de la poétesse Anna Grecki, cité des vergers,
est bâti à 920 mètres d'altitude sur un site admirable, un mamelon au confluent de l'Oued Bouzina et l'Oued Abdi. Tous les villages de l'Aurès sont des amphithéâtres, mais aucun ne se dresse sur un socle comparable à celui de Mena, si parfaitement conique que l'on dirait fait de main d'homme. Mena est un paradis dans un cercle d'enfer. Le long de l'Oued Abdi, c'est le moins fréquenté des circuits des Aurès et le plus susceptible de révéler les traits caractéristiques profonds de la région. Fruit d'une symbiose ancestrale entre un site aux caprices nombreux et une profonde identité culturelle, le mode d'habiter dans les Deshra aurassiennes est un des derniers témoignages encore vécus d'une organisation spatiale ancestrale. Toute la symbolique de la relation homme-lieu de vie demeure encore présente dans toute sa diversité et son originalité. L'habitat est un des lieux particulièrement intéressants de cette évolution. Vieille citadelle berbère, l'Aurès a l'originalité d'une position de transit, formant une barrière naturelle entre les hauts plateaux constantinois et le Sahara, sur lequel viennent buter tous les nuages qui arrivent du nord. Ce massif imposant surgit entre le Sahara et l'Esber. Les voyageurs le découvrent de loin, le considèrent toujours avec une religieuse curiosité, comme le mur derrière lequel se passe quelque chose. Longtemps préservé des agressions externes, il renferme d'innombrables agglomérations qui sont tellement rapprochées qu'elles semblent faire la chaîne. C'est une guirlande de villages, lesquels, avec leur position et leur tours de mosquées, font penser aux acropoles de Grèce et de Sicile. Dans cet ensemble, on peut distinguer plusieurs types et modèles d'habitat selon l'utilisation qui est faite des ressources et des caractéristiques physiques du milieu dans lequel il s'inscrit. Ici, on est dans une maison typiquement berbère, chaoui, au sens propre du mot. On a ici l'organisation générale de cette maison. Ici, c'est bien là où on aurait le bétail, les bêtes, tels que par exemple les mulets, les ânes, et de l'autre côté vous trouvez par exemple des moutons, des chèvres. Là-bas, comme vous voyez ailleurs ici, il y a une maison ou bien une pièce qu'on exploite pendant l'hiver. Si vous voulez, c'est le salon. En quelque sorte, c'est le salon et en même temps, c'est la cuisine. L'autre maison, il y a ce qu'on appelle le khazna, ou là, si vous voulez, là où il y aurait le khazna, en même temps, c'est la chambre à coucher. Le khazna, il y en a deux types de khazna. Il y en a le khazna pour les biens de grenier. Voilà, sorte de grenier. Et il y en a le khazna pour les aliments, voilà, tels que les figues, l'orge, le blé, le maïs, puisque c'est le produit de base de la région. En haut, c'est une maison qu'on exploite pendant la période d'été. C'est une pièce qu'on exploite pendant l'été, genre de salon, puisque là, il y a de l'air. Ici, on trouve aussi comment ça s'appelle, c'est le moulin manuel. Plus, on trouve aussi le reste pour le café. Des fois, on fait le séchage, tel que, par exemple, des piments. On les trouve ici, sur les balcons.
sont des terrasses. C'est là où on fait le séchage. Même pour l'ail, on fait exposer au soleil afin de l'emmagasiner dans les khaznas. L'habitat dans cette région est en harmonie avec son environnement. Les Dachra, villages, s'accrochent au sommet des montagnes de façon encore plus spectaculaire et plus défensive qu'en Kabylie. Partout, ils sont construits sur un même schéma. Les maisons s'étagent autour d'un mamelon, au flanc abrupt d'une crevasse, à l'accès presque impossible et se terminant souvent sur le point le plus élevé par ces qalat si caractéristiques, à la fois grenier et dernière défense fortifiée en cas d'attaque. Petite oasis dans un beau cirque admirable, l'aspect de la vallée de Oued Abdi change complètement. Plus de verdure, rien que des montagnes arides et nues. L'œil découvre avec un délice et une vive satisfaction, au fond d'une vallée, un bouquet vert dans ce paysage désolé. C'est l'oasis d'Amentan. Amentan, par son originalité, par sa situation heureuse au milieu de la palmeraie, laisse graver en nous un souvenir inoubliable. C'est le plus captivant des itinéraires que traversent les Aurès et sans doute l'un des plus beaux et des plus intéressants de toute l'Algérie. Toute l'histoire de la région est là, figée au flanc des canyons, au creux du lit de l'Oued l'Abyad, dominé par le plus haut des sommets de l'Algérie. Les érosions millénaires ont creusé dans l'Aurès des entailles étroites et profondes. Ravins abrupts, véritables canyons particulièrement saisissants dans les gorges de Tiranimine, de Mchounesh, de Mena, dont les hautes falaises de calcaire sénonien surplombent souvent, comme à Roufi, de merveilleuses oasis. Surplombant l'oasis, les balcons de Roufi font la quintessence du site. Taillés en cascade, dans la roche argileuse, ces balcons naturels ont attiré l'homme dans les temps anciens pour leur climat doux et la protection qu'ils offrent en temps de trouble. Les autochtones y ont construit des demeures aujourd'hui vieilles, à Kham Taqdamt, restées témoins d'une histoire incomparable faite de résistance et de recueillement durant les temps de paix. Ces maisons uniques en leur genre, qui selon les versions connues datent de 4 siècles, ont été habitées jusqu'aux années 1970. Il s'agit d'une sorte de résidence d'été préférée pour leur fraîcheur naturelle, alors qu'en bas, sur les berges de l'Oued, des jardins d'Éden sont cultivés à l'ombre de la palmeraie. La promenade dans le lit de l'Oued donne la dimension, sinon le secret, de ce merveilleux coin de paradis terrestre. Des jardins, des vergers, figuiers, grenadiers, noyers et abricotiers, alimentés par un système d'irrigation qui puise systématiquement son eau en amont dans l'Oued, offre un spectacle opposé à celui qui prévaut sur les hauteurs, en surface en quelque sorte. Et de fait, descendre dans le lit de l'Oued, c'est comme une plongée dans un autre monde fait de fraîcheur, où il fait bon vivre. Là, l'homme a su dompter la nature, la rivière en furie, pour la transformer en mer nourricière. On peut suivre à pied le fond du canyon sur les pas des anciens pour aboutir plus au sud. Le spectacle est grandiose. Mais la falaise pointe à 200 mètres au-dessus, formée de calcaire d'une belle couleur dans l'ocre. Des oasis confirment la proximité du Sahara.
Aujourd'hui encore, la beauté du Roufi appelle les regards et s'offre généreusement aux invités du pays chaoui. Ce pays, les Aurès, à qui manifestement rien ne manque, mais qui a encore besoin de tout. C'est là qu'on apprend à aimer l'Algérie et ses indomptables chaouis avec lesquels on ne peut que nouer des liens très forts. Dans ce contexte pourtant hostile, les liens fraternels se nouent facilement. Chaque sourire, chaque main tendue trouve un écho et une dimension autrement plus importante que dans la grisaille de la routine quotidienne des grandes villes. Des tiges de blé courbant l'échine, des grappes vermeilles et des pâturages appelant des troupeaux comme au premier matin du monde. C'est une terre promise pour y abriter à perte de vue des champs à la chevelure dorée ondulant sous